De la création du Jump à Inyo Asano en passant par les appels d'une entité divine cyberpunk, on va parler de plein de choses aujourd'hui et en très bonne compagnie puisqu'on reçoit Clara Cantegrel. Clara qui a écrit un mémoire sobrement intitulé La jeunesse dans les mangas face à l'avenir, une vision chaotique. Alors, est-ce que les jeunes vivent encore aujourd'hui dans le chaos et d'autant plus est-ce que ça se voit dans nos mangas? Ça, on le voit tout de suite dans Entrepods. Vous êtes prêts, prêtes? 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepods. J'espère que vous allez bien, que vous profitez des beaux jours qui arrivent petit à petit malgré les orages en provenance. On va arrêter avec Evelyne Delia. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une toute nouvelle invitée, Clara Cantegrel. Bonjour Clara. Bonjour, bonjour. Alors déjà, est-ce que ça va bien ? Bah oui, ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Ben avec grand plaisir. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter ? Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est Clara, je travaille dans le milieu de l'édition depuis un petit moment. Et j'ai notamment écrit un mémoire sur la jeunesse dans les mangas, notamment le traitement de la jeunesse dans les mangas d'un point de vue historique, sociologique, politique. Merveilleux. Alors justement, ce mémoire, j'ai eu l'occasion de le découvrir à la Foire du Livre de Paris, puisque ton master publie, donc ton master Sergi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, super. Eh bien, effectivement, ton master publiait certains mémoires, dont notamment le tien, et forcément, le thème de la jeunesse, c'est quelque chose qui allait arriver dans cette émission, et ton traitement, je l'ai trouvé passionnant, et donc, à nouveau, merci 1000 fois de participer à cet épisode. Non, merci à toi. Et c'est vrai que le sujet est passionnant quand on creuse un petit peu sur la jeunesse et le traitement de celle-ci dans les mangas, on se rend compte que c'est beaucoup plus fourni que ce qu'on pourrait avoir l'impression d'un premier coup d'œil. Bah, on va commencer les hostilités dès maintenant avec ma toute première question. Comment c'est venu cette idée de ce mémoire ? Alors, comment c'est venu cette idée? C'est une bonne question. Hem, je pense que l'idée est venue à moi plutôt alors je suis évidemment une grosse lectrice de manga, Ouais. pas depuis, énormément de temps. J'en ai pas lu quand j'étais, au collège, par exemple. J'ai vraiment découvert, ce média plutôt au lycée et ensuite j'ai beaucoup, beaucoup lu à partir de mes 18 ans et donc quand on lit du manga, quand on est, quand on est enfant, quand on est au collège ou quand on est au lycée, on se rend compte assez rapidement que, les personnages principaux sont souvent des personnes qui nous ressemblent, parce qu'on est la cible première de ce média-là. Mhm. Hem et quand on a un personnage principal qui nous ressemble, ça veut dire que ce personnage-là, il traverse les mêmes problématiques qu'on peut traverser. Il peut vivre, les mêmes choses, que ça soit à l'école ou chez soi que nous. Et le fait de parler des jeunes, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, déjà c'est un parti pris, mais c'est aussi Mhm. forcément, quelque chose de politique. Et j'avais très envie dans mon mémoire de traiter de ce média qui est le manga, qui est souvent décrié. On dit souvent que, voilà, c'est pour les enfants, que les histoires sont, très simplistes, Mhm. ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, des histoires simplistes ou, des mangas pour les enfants, c'est super, c'est juste une méthode de divertissement, mais j'avais envie aussi de montrer que les mangas c'était, comme tout dans la vie, c'était politique et c'était traversé par des notions politiques. J'avoue que le fait que mon directeur de mémoire ait été en premier lieu un petit peu réticent, ça m'a donné encore plus envie Ah, génial. de lui prouver qu'en fait le sujet était intéressant.
C'est une belle métaphore du sensei qui dit tu n'y arriveras pas et au final Oui, tu vas lui prouver que tu te dépasses. exactement et tout au long du mémoire, il a beaucoup appris, bah, évidemment comme moi, hein, parce que, toute la partie sur l'histoire du Japon, sur la guerre, à quel point ça a marqué les auteurs de manga, ça je l'ai Hmm. appris aussi, hein, tout au long de mes recherches et je pense que même des personnes qui sont pas lecteurs de manga c'est toujours intéressant de connaître, cette histoire-là. Alors, tu viens de le dire, tu as commencé les mangas au lycée. Alors, il y a une autre émission dans Entre Potes qui s'appelle Histoire de lecteur et lectrice. Du coup, ça m'intéresse un peu de savoir qui es-tu en tant que lectrice. Ça a été quoi ton premier manga et aussi ton goût du Japon? Parce que j'ai noté une phrase qui vient de ta grand-mère et que je trouvais merveilleux, qui était: «Le rêve de mon père était de photographier le Japon». Ce goût du manga, du Japon, ça vient d'où aussi? Ouais, c'est vrai que j'ai noté cette citation de ma grand-mère, dans le mémoire, mais, tu me demandes le premier manga que j'ai regardé, honnêtement, je me souviens même plus du nom. OK. On est à l'époque, c'était, sur les sites, hyper shady, où on arrivait à trouver des Oui, mangas en streaming, classés par ordre alphabétique et on bien cliquait sûr. sur un petit peu, tout et rien et je pense que la première chose que j'ai vue, ça doit être un espèce de shoujo, hy extrêmement sombre, sur internet où les sous-titres D'accord. étaient plus ou moins, heu, Approximatif? voilà exactement. Mais l'un des premiers dont je me souviens, c'est Vampire Knight, qui est OK, marrant parce que c'est un shoujo. Ensuite, j'ai beaucoup lu plutôt des shonen et des seinen, d'accord. mais en tout cas, j'ai vraiment commencé le manga par des shoujo, on peut dire, à la qualité, scénaristique un peu un peu douteuse. D'accord, OK, très bien. Et donc ta famille, si je comprends bien, a toujours eu un goût pour le Japon? Oui, c'est vrai il y a cette partie aussi, que j'ai pas développée, c'est en fait, j'ai pas du tout grandi avec, par exemple, les films Ghibli ou donc les mangas, par exemple. Moi, j'ai plutôt grandi avec les dessins animés type, Totally Spies, Kim Possible, D'accord, Disney ouais, Channel, tu vois? Ce genre de choses, c'est un petit peu ma culture pop, quoi. bien sûr. Mais je me souviens que ma grand-mère me disait souvent que son père, rêvait d'aller photographier le Japon. Il était photographe, D'accord. moi, je viens du sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc il était, photographe, donc évidemment comme un photographe de l'époque, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc c'est ma grand-mère, elle vient d'une famille extrêmement précaire, des plus précaires des précaires et donc quand son père disait ça, c'est vrai que comme elle avait déjà perdu sa mère, c'était un coup de massue en plus, pour elle de se dire que son père pouvait l'abandonner. Ce qui fait qu'elle, elle l'a pas extrêmement bien pris quand il avait ce type de réflexion. Donc elle, elle a vraiment jamais voulu, aller au Japon. Elle s'est jamais intéressée à ce pays en particulier, mais en discutant avec ma mère, je me suis rendu compte qu'elle aussi, quand elle était jeune, elle a eu un attrait pour le pays qu'elle a voulu visiter. Donc ça venait surtout des paysages, ça pouvait venir de la gastronomie, hem et j'ai hérité de ça, en effet, que ça soit la gastronomie, les paysages, en tout cas l'idée à l'époque, hein, idéalisée qu'on pouvait avoir du Japon. Ouais. Hem, c'est cette idée-là qui me faisait un petit peu rêver. Ensuite, de par, des lectures, j'ai un petit peu remis en question, ce pays idéalisé, même si, Oui, comme tout, ça reste un pays qui est très beau et qui a des points positifs. Mais il y a un très bon livre, sur le sujet qui est Tokyo Vice oui. de Jack Edelstein. Je sais pas si tu le connais? Alors non, mais j'ai vu que tu l'avais cité dans tes sources et ça m'avait vraiment intéressé. Ah, ben voilà, oui, c'est un livre que j'ai lu, bah, quand j'avais 18 ans et qui a permis de replacer un petit peu mais en fait, il doit y avoir plein d'autres livres de ce type-là. C'est juste un livre sur ce qui peut se passer au Japon. C'est pas un pays, dans lequel tout est parfait, c'est normal mais quand on est jeune, parfois, on a un peu de mal à prendre ce recul. Et c'est un très D'accord. bon livre. Très bien, très, très bien. Aux éditions Marchiali. C'est ça, Marchiali, oui. Très bien. Alors maintenant, si tu es d'accord, concentrons-nous, sur les premières pages de ton mémoire et avec un constat, qui peut paraître évident, mais au final qui est beaucoup plus nuancé, le traitement de la jeunesse, si je comprends bien à travers ton analyse, eh bien, dans le manga, c'est le reflet de l'évolution de la société japonaise, mais une évolution qui est toujours en proie à des peurs face à l'avenir. C'est bien ça?
Oui, exactement. En fait, quand j'ai décidé de traiter ce sujet, c'était surtout sur un ressenti de lectrice. D'accord. Comment on peut en avoir, sur, tel ou tel genre, littéraire. J'avais l'impression que la jeunesse, que ça soit les enfants ou les ados, jeunes adultes, dans les mangas que je lisais, ils étaient constamment dans un état mental, de peur, face à leur présent, face à leur avenir. Mmh. Peur de ne pas s'intégrer dans la société, hem, peur de ne pas y arriver, socialement ou professionnellement. Hem et cette peur-là, j'ai voulu essayer de trouver, une des raisons de son existence et l'une des raisons que j'ai trouvées à mon sens, c'est une raison historique, hem, sachant que la prolifération des mangas est arrivée surtout dans les années 70, au Japon. Mmh. Les années 70, c'est la deuxième génération après, la Seconde Guerre mondiale, Ouais. heu et cette génération-là, pour moi, elle a été marquée par, ces affrontements, par tout ce que, on a pu découvrir par la suite et ça se ressent. Mmh. C'est de la peur liée à la guerre, la peur liée à l'incertitude en temps de guerre, Mmh. hem et différentes choses assez précises même, qui est arrivé à l'histoire du Japon, qu'on retrouve, je trouve, assez, en miroir. C'est presque Mmh. la même chose qu'on retrouve dans les mangas. Cette seconde génération de Japonais post-Seconde Guerre mondiale, tu le disais dans ton mémoire, c'est à la fois la génération 68 du Japon qui est beaucoup plus conservatrice que ce qu'on a eu nous en France, mais c'est aussi une génération où le Weekly Shonen Jump arrive et pour ce faire, tu as utilisé un ouvrage qui a été publié dans la collection Kuropop de Kurokawa qui est Jump, l'âge d'or du manga, qui a été écrit par l'un des principaux éditeurs à la création du Jump, qui est Hiroki Goto. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est hyper intéressant d'avoir ce type de livre entre les mains. C'est-à-dire que vraiment l'un des pionniers du magazine et éditeur nous a un petit peu expliqué comment ça fonctionnait, l'arrivée du Weekly Shonen Jump. Mhm. Il y a différentes choses enfin tout était intéressant dans son livre, mais il y a notamment certains points en particulier qui, m'ont sauté aux yeux. Hem Notamment le fait que quand le Weekly Shonen Jump est arrivé, ça a été, un raz-de-marée. C'est-à-dire qu'on parle Mhm. de, 100 000, ventes par numéro. C'est un bimensuel qui est passé en hebdomadaire. C'est pour ça qu'au début, c'était le Shonen Jump qui est devenu le Weekly Shonen Jump. Mhm. Donc ça a extrêmement bien fonctionné dès le début avec des records de vente, plus de mémoire, c'était 6 millions, il me semble, par numéro. D'accord. Et donc lui, il essaye d'expliquer, d'où vient cette réussite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un baby boom dans les années, 50 et de ce baby boom, il fallait, éduquer en Proposer fait de la... les Oui. voilà, Mhm. exactement, proposer du divertissement à ses enfants, les occuper, leur apprendre aussi parce que les Mhm. mangas, dans les années 20, c'était aussi une façon d'apprendre aux petits garçons et aux petites filles comment se comporter. Donc les petits garçons, comment aller, à l'armée, être un bon soldat, petite fille, comment, devenir une femme au foyer, parfaite. Mhm. Dans des Le fait magazines qui s'appelaient d'ailleurs Shonen Magazine et Shoujo Magazine, des exactement. catégories éditoriales qui vont être beaucoup plus contestées aujourd'hui. C'est exactement ça, oui. Et Mhm. qui, du coup, a toujours été utilisé par le Weekly Shonen Jump qui donc voilà, font des shonen, hein, c'est dans le nom. Alors même que parfois les histoires, peuvent s'apparenter plutôt à des seinen, à des gekiga, enfin voilà, pour un public, une cible, beaucoup plus âgée. Mais ce qu'on apprend aussi dans le livre de, Hiroki, Goto, c'est notamment une liste de règles pour Ouais. que le magazine fonctionne. Donc ça, j'ai trouvé que c'était exceptionnel, notamment une règle qui explique que, les mangas doivent être destinés à un public de 7 à 15 ans, il me semble. Mhm. Il me semble Ouais. que ça va Mhm. jusqu'à 15 ans, alors qu'il y a des histoires qui sont, beaucoup plus jeunes adultes, enfin en tout cas qui sont politiquement Oui. tellement Oui. fournies qu'on se dit qu'à 15 ans, on n'a pas du tout les codes et puis c'est tellement violent, enfin voilà, donc il y a plein de règles qui vont être, bah, les règles sont faites pour, ne pas les suivre évidemment. Exactement, bien sûr. Mais il y a une chose qui m'a interpellée dans sa liste de règles, c'est qu'il souhaitait à chaque numéro, insérer à la fin un quiz,
Mhm. que les jeunes lecteurs pouvaient remplir. Donc un quiz avec des questions de type qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Quelle est l'activité que tu favorises quand tu es avec tes amis? Enfin voilà, des questions de la vie que les jeunes lecteurs pouvaient remplir, renvoyer au magazine et participer ainsi à un espèce de tirage au sort pour gagner des mangas. Enfin voilà, en tout cas avoir quelque chose à la clé pour qu'ils puissent renvoyer ce quiz. On parlait par numéro, il me semble, de 10 000 envois, enfin réponses aux questions, ce qui est quand même Incroyable, énorme, c'est un c'est gros énorme. gros panel. Et il me semble que les éditeurs analysaient de mémoire 3000 réponses. Et donc en lisant le livre, parce qu'encore une fois, j'ai découvert ce livre après avoir défini mon sujet et Ouais. m'être dit: «OK, il y a un problème avec la vision de l'avenir dans la jeunesse dans les mangas». Et donc quand je lis ce livre et je lis les réponses aux questions, du quiz du Weekly Shonen Jump et que je vois qu'à la question: «Qu'est-ce qui vous fait le plus peur?» la 1re réponse qui vient, c'est l'avenir et l'orientation. Je me dis: «Mais c'est du pain béni!» Bah voilà, c'est bon, ça ne fait que confirmer ta thèse. Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, donc voilà, que ça soit l'avenir, l'orientation, à d'autres questions, il y a eu comme réponse, qu'est-ce qui est le plus important, pour vous? C'était l'amitié, la force de l'amitié, il y avait, la combativité, je sais plus exactement, la victoire, enfin en tout cas, c'est des notions qu'on retrouve ensuite dans les shonen, Mmh. heu, que ça soit les shonen qui ont le plus fonctionné, hem, ou qu'on peut retrouver un petit peu dans toute la production jusqu'à encore aujourd'hui avec My Hero, Oui. qui est complètement héritier de ça. Et encore aujourd'hui, dans le Weekly Shonen Jump, la demande éditoriale pour, enfin, c'est devenu un schéma scénaristique obligatoire pour pouvoir être publié dans le Weekly Shonen Jump. Ouais, tout à fait. Avec l'arc, d'entraînement, avec, les amis, le rival, mais qui devient gentil et cetera. Exactement et c'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même, parce que du coup dans les années 70, on a, comme on le disait cette génération, les enfants de ceux qui ont vécu, la guerre et l'occupation, Ouais. hem, on avait beaucoup d'histoires qui étaient, donc, en effet empreintes de cette, fatalité, un petit peu de cette peur, du fait de ne jamais se sentir, en sécurité, et donc on avait beaucoup d'histoires de guerre, Mmh. beaucoup d'histoires politiques. On avait, hem, des mangas qui, se permettaient de, remettre en question, ce que le Japon avait commis comme erreur en Corée, par exemple. Ça, Oui. c'est hyper rare et qui d'ailleurs s'est fait un petit peu, pousser vers la porte pour ses prises de décision. Mais on avait des mangas, très conscients des sujets qu'ils abordaient. Dans ces mangas, tu cites, par exemple, Go Nagai, qui va commencer dans le Shonen Jump avec, Harenchi Gakuen, un manga qui se passe dans un lycée ou un collège où, Oui, tout à fait. tout est, à l'extrême. C'est-à-dire que les professeurs, commettent des violences sexistes et sexuelles et le une sorte de comment dire? D'enfer de Dante. Ouais, De la même manière qu'on va retrouver toujours dans l'enfer avec Gonagai, Devilman, c'est des mangas qui vont chercher, dans ces années 70, à montrer tout ce qui ne va pas dans une société qui, au final, est sous le joug américain et qui, malheureusement, n'arrive pas à être aussi moderne que à ses débuts. ouais, exactement. C'est vrai que tu compares avec, le manga qu'il a fait plus récemment, Devilman et c'est vrai que dans les 2 il montre un enfer et à l'époque qui était beaucoup plus, réaliste. En fait, il prenait Hmm. vraiment part dans nos habitudes, quotidiennes, enfin, en tout cas, les habitudes quotidiennes des adolescents. Oui. Hem Et en effet, dans le manga, les personnages vivent des atrocités, absolues. D'ailleurs, il aurait été arrêté dans le Weekly Shonen Jump, Ouais. pour autant, il a fait partie des mangas qui ont été le plus populaires dans le Mhm. magazine et tout ça fait écho à évidemment comment se sentaient, les adolescents, les étudiants à cette époque-là. On se souvient que en 1968, les étudiants et c'est marrant parce que c'est en miroir avec la France, ont fait des grèves, Mais oui. dans 2 universités, à Tokyo, des universités privées, hem, qui voilà, ont fait des grèves, suite à des prises de décision de la politique, japonaise qu'ils ne pouvaient plus entendre alors qu'on parle d'étudiants qui étaient, entre guillemets «des conservateurs» et qu'on peut appeler entre guillemets «des fils à papa». Ouais. Comme, le site, historien qui en parle.
Donc ouais, on a une lassitude et on a l'impression que les étudiants n'arrivent pas à trouver de solution pour se sortir de cet enfer. Tout à l'heure, tu parlais d'un terme que je trouve très intéressant par rapport à ce qu'on est en train de dire et que tu illustres avec le manga Gen d'Hiroshima de Keiji Nakazawa, qui est le Gekiga. Oui. Est-ce que tu pourrais le définir pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce terme? Oui, alors le Gekiga, c'est un petit peu les seinen, de l'époque des années, 60-70. C'est tout bonnement une histoire à destination d'un jeune adulte, donc comme ce qu'on pourrait définir, par le seinen, mais qui empreint d'une mémoire de la guerre. Mmh. C'est tous les mangas qui viennent, après la guerre, qui vont, être, traumatisés, empreints Ouais. soit, les bombardements, soit de l'occupation américaine. Par exemple, Akira, on peut dire que c'est un gekiga moderne. D'accord. Heu, enfin, je dis. Non, mais très intéressant, ouais, ouais. Du fait qu'en fait, il a absolument tous les codes du Gekiga de l'époque, hem, avec, l'armée extrêmement présente, un futur pour, les adolescents qui est presque inexistant, Mmh. l'absence des parents, la peur des bombardements qui peut sonner à tout moment, hem et il y a un aspect aussi de ville déstructurée, détruite, Ouais. qui n'a pas but à être reconstruite. Pour des raisons capitalistes, dans Akira, par exemple, la ville sera reconstruite parce que les JO Mmh. auront lieu. Mais voilà. Très bien. Beh, vu que tu viens de laisser entrevoir, la porte Akira, Ouais. plongeons, totalement dedans. C'est vrai que, ton analyse, en début de mémoire est très intéressante puisque, tu parles de tous ces mouvements, du Gekiga dans les années 70 et cetera et petit à petit, en 81 au Japon, si je ne m'abuse, Ouais, dans les années mais 80. en tout cas 91, en Exactement. France, on a l'arrivée de ce qu'on pourrait dire le premier manga qui arrive chez Glénat, même si c'est faux, parce que tu expliques que dans Le cri qui tue. le Oui, en cri fait, qui on tue, ouais. avait déjà eu, quelques balbutiements de publication de mangas, avant l'arrivée d'Akira. Il me semble que c'est 90 pour le manga, 91 pour le film en France. Très bien, d'accord. Hem, on avait eu quelques tentatives, que ce soit dans des magazines de judo. Le magazine Budo notamment avait, publié quelques chapitres de manga. Le cri qui tue, il me semble qu'il y avait eu aussi, quelques, publication de manga entre guillemets «à la française franco-belge», en tout cas dans un Mmh. format de BD franco-belge, lecture, de gauche à droite, donc avec, une façon de lire qui aurait permis aux lecteurs français, peut-être que ça soit de manière plus facile d'entrer dans ce média-là. Mais c'est, réellement avec, l'arrivée d'Akira, que ça soit en manga, mais surtout en film. Et oui, bien sûr. Voilà, c'est le film qui a popularisé ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on a en effet le boom, du manga papier. C'est parce que c'est vrai, là j'en ai pas parlé, mais le Club Dorothée dans les années 80 a fait énormément pour, des raisons qui sont assez simples, hein. C'était 5 fois moins cher de faire, de l'animation japonaise que de faire de l'animation française et donc en effet les chaînes, elles ont acheté énormément d'animations, japonaises pour, remplir les grilles, télé. Donc il y avait ça dans les années 80, Mmh. balbutiements dans certains magazines, Budo, Le Cri qui tue, Ouais. et dans les années 90, Jacques Glénat qui achète Akira Et voilà et et le coup de c'est poker. parti. Et alors, tu as commencé à répondre à la question, mais en quoi Akira, c'est sûrement, l'œuvre, en 84 qui, représente, ce cri d'agonie de la jeunesse? Bah, comme dans beaucoup de shonen/seinen/gekiga, déjà on a des personnages qui sont le reflet, d'une jeunesse, hem, que ça soit une jeunesse japonaise d'ailleurs ou une jeunesse française. Ça, on pourra y revenir, mais je trouve qu'il y a beaucoup de Mmh. passerelles entre les 2 pays. On a, Kaneda et Tetsuo, Tetsuo étant un orphelin qui est complètement abandonné à la rue de Neo Tokyo
et Kaneda qui est un petit peu son grand frère Hmm. spirituel, euh, qui donc lui aussi passe ses journées dans les rues de Neo-Tokyo avec sa moto La fameuse. la fameuse moto qui est complètement organique, futuriste et qui est Hmm. presque faite de chair et qui est si importante à l'histoire. Euh, Déjà, c'est donc deux jeunes qui sont presque laissés à l'abandon par, premièrement, leur famille, deuxièmement, par l'État, par l'école, partout. À un moment donné dans l'histoire, le directeur de l'école dit: Vous n'êtes pas sans savoir que cet établissement est un centre d'apprentissage destiné aux enfants qui ne parviennent pas à suivre en milieu scolaire et à ceux qui posent problème, car inadaptés à la vie en groupe. Cependant, ce lieu n'a pas pour seul objectif de vous enseigner un métier. Il vise aussi à faire de vous des adultes adaptés à la vie en société. Et je trouve que ça arrive très vite dans le manga d'Akira. Et je trouve que cette phrase-là, elle résume assez bien. Évidemment, il y a 1000 milliards d'autres sujets dans Akira, hein, mais elle résume Bien sûr. bien le sujet de la jeunesse, de son traitement, de ce qu'on attend d'eux, et de Hmm. pourquoi est-ce qu'en réalité, on a autant de personnes qui sont complètement inadaptées parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Tu cites les hikikomori, par exemple. Exactement, ouais. Ouais, qui est un fléau au Japon. Euh, donc les hikikomori sont des personnes qui vont rester chez elles, euh, enfermées ou non, parce qu'ils peuvent très bien sortir de chez eux pour aller faire des courses, pour s'acheter à manger. En tout cas, l'idée, c'est qu'ils passent le plus clair de leur temps chez eux, que ça soit 2 semaines, plusieurs mois, des années. Il y a une associabilité qui se crée de la peur de l'autre, de la peur de la société, et c'est notamment au moment du passage à l'âge adulte que ça se crée. Notamment, c'est beaucoup de personnes qui ont été harcelées à l'école, qui n'arrivent pas à trouver des solutions, qui ne se retrouvent pas dans la vie d'adulte, une vie capitaliste, de travail acharné. Il y a énormément d'hikikomori au Japon, tellement qu'il y a des métiers qui se créent Oui. pour aller les déloger. Tu parlais notamment d'un animateur de télévision qui, comme un Pascal le grand frère, Exactement, oui. Qui a créé sa société et qui en a fait du coup une série télé. En fait, les oh mon Dieu. familles appellent cette espèce de Pascal le grand frère qui va sortir les hikikomori de leur chambre, de chez eux, D'accord, et qui vont essayer de... En fait, ça ne marche évidemment pas du tout. Je pense que c'est bien des sûr. personnes qui doivent avant tout aller parler à des psychologues parce que la peur de l'autre, l'homossexualité, notamment Mm. quand elle prend part dans de l'harcèlement scolaire, c'est un mal-être qui est intense et Mm. qui doit être réglé en parlant à la psychologue, des médecins. Et de considérer, comme tu l'entrevois dans ton mémoire, comme un problème de santé et Ouais, donc un problème politique. exactement. Oui, quand on se rend compte qu'il y a autant de Japonais, je vais pas dire de bêtises, mais il semble que c'est 1 million Mhm, d'hikikomori. d'accord. Le chiffre me semble hallucinant, il faudrait que je vérifie, C'est- mais il me semble que Par c'est rapport à la ça. population, oui. Ouais. Et surtout qui est en constante croissance. Mm. Qui est en constante croissance, c'est forcément le résultat de décisions politiques. Une société qui va bien, c'est pas une société qui s'enferme chez soi. Effectivement. Selon National Geographic, c'est 540 000 en 2016 pour les 15-39 ans, mais si on compte la population totale, effectivement, on est à plus d'1 million, ce qui est terrible. Ouais. Et donc oui, en effet, dans Akira, il y a, parce que je reviens sur le fait que le directeur de l'école, de par son discours, ne permet pas à Kaneda, par exemple, de se reconnaître et de se dire qu'il y a une porte de sortie, par exemple par Mm. l'apprentissage, qu'il se sentirait bien. Oui, parce que par ailleurs, en plus de ce discours-là, il y a des nombreuses gifles qui sont balancées aux ados, ce qui est donc pas une bonne solution, évidemment. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que au début du manga, toutes les portes de sortie qui peuvent être possibles et présentées aux deux personnages principaux sont inlassablement bloquées. C'est-à-dire que on voit la ville qui est complètement détruite par les bombardements qui ont eu lieu suite à une guerre. Ben, ces lieux-là qui sont détruits ne sont pas reconstruits. On ne veut pas Mm. leur apporter je sais pas, d'espaces verts, des espaces qui leur permettent de rêver, de voyager, d'imaginer. Euh, et à l'école, c'est pas non plus une porte de sortie. Les Ouais. enfants sont complètement délaissés par les parents. Et donc, ils se retrouvent à se jeter corps et âme
dans ces gangs de motos. Bien sûr, de motards, ouais, Euh, ouais. et de la même façon, c'est ce qui s'était passé au Japon après la Seconde Guerre mondiale et après l'occupation. Les anciens militaires qui n'arrivaient plus à se réintégrer dans la société, ils se retrouvaient pas, ils y arrivaient pas, et puis la politique leur parlait pas, ils étaient extrêmement énervés, ils avaient une colère qui était certainement due à un mélange entre traumatisme. Mhm. Pendant l'occupation américaine, celui qui a géré cette occupation, Douglas MacArthur, il a essayé d'anéantir la culture japonaise en les interdisant de parler leur langue. Enfin, en tout cas, tout ça, ça a créé des espèces de brèches et des traumatismes qui se sont exprimés de différentes manières. Il y a eu donc les gangs de motards, dont Kaneda et Tetsuo sont l'illustration parfaite. À l'époque, au Japon, c'était des gangs qui sillonnaient les rues avec des battes de baseball et en passant, quand il y avait un flic, hop, on leur tapait dessus. Ouais. L'histoire raconte qu'ils ne s'en prenaient pas à la population. Ça, je sais pas si c'est vrai. Ce qu'on retrouve d'ailleurs avec des genres d'histoires style Furio, Krause, Oui, Rokonen Nashi Blues, des mangas qui illustrent un peu, enfin voilà, comme tu le dis, cette jeunesse bah, qui se gère toute seule puisque la société exactement. ne veut pas les gérer. C'est exactement ça, oui. Ils sont obligés de prendre leur avenir entre les mains. Et quand on demande à des adolescents qui n'ont aucun cadre, qui n'ont pas eu, entre guillemets, une éducation saine, en tout cas une éducation qui aurait pu être faite dans la réflexion, dans la douceur, quand on leur demande de prendre des décisions pour eux et pour le monde qui leur entoure, évidemment, ça se passe mal. Et c'est pour ça que dans Akira, ça se passe très très mal. Alors justement, ça se passe très très mal. Déjà, il y a un point qui est assez intéressant dans ton analyse, c'est que on parle du manga depuis tout à l'heure, mais au final, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais je trouve qu'Akira, c'est un manga qui a une histoire incroyable, mais sa plus grande richesse, c'est justement le fait qu'elle est tellement distillée qu'au final, on a juste l'impression d'être un habitant comme un autre. Et donc, c'est plus l'environnement, l'univers qui fait que bah, tout est impossible en fait. Et petit à petit, cet univers, il va s'illustrer de manière physique avec un genre qu'on connaît de plus en plus avec différentes œuvres actuelles. C'est le cyberpunk où comme tu le disais, la moto est presque organique et Tetsuo, pardon, lui-même va devenir victime de de cette greffe cyber-organique, etc. Ouais, ouais, c'est vrai que quand on quand on le lit ou quand on regarde le film, c'est pas tout à fait, la même chose, mais en tout cas, D'accord. quand on découvre Akira, on le découvre d'abord, par son univers, par la ville, par les motos, enfin, en tout cas, par quelque chose qui Mhm. est très, technologique, destructeur, explosif, et Mhm. l'histoire, comme tu l'expliques, est très distillée. Ce qui fait qu'elle nous arrive plutôt dans un second temps. Ouais. Souvent, et notamment quand on a vu Akira assez jeune, on dit que c'est en le revisionnant, qu'on comprend un peu mieux l'histoire. Oui. Parfois, j'ai vu des personnes dire, «Ah mais moi j'ai regardé Akira, j'ai adoré. Par contre, je sais pas de quoi ça parle». C'est un petit peu le ressenti que j'ai eu quand je l'ai vu, c'est qu'il y a vraiment ce côté époustouflant, de la moto organique comme tu le dis, de cet univers, de cette technologie qui est extrêmement prenante. Mhm. Et ensuite, quand tu te poses, se déroule l'histoire, qui est, voilà, une histoire, enfin avec différentes strates. Ouais. On a, évidemment l'histoire militaire et politique de Akira, on a, l'histoire des enfants mutants. Mhm. Tout est lié bien sûr, hein, mais je veux dire en termes de discours, ce que ça crée, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des strates, de scénarios et de discours qui viennent s'ajouter et qui en font, ce chef-d'œuvre qu'on doit regarder plusieurs fois pour arriver à tout, bien comprendre. Et tu cites Jean-Marie Bouissou en disant que effectivement Akira, parmi d'autres, mais Akira ici, est dynamique. Dynamique pourquoi? Parce que dynamique au détriment du texte, alors même que l'œuvre parle avec abondance. Qu'est-ce que tu essayais de dire? Ouais, c'est vrai que dans les mangas, on a l'habitude d'avoir, soit des mangas qui sont bavards, soit des mangas plutôt, mutiques. Mmh. Hem, Akira, c'est un manga qui est assez bavard, c'est-à-dire qu'on a, beaucoup de bulles explicatives, on nous laisse,
avec beaucoup de clés pour comprendre l'histoire, comme je le disais, comme il y a plusieurs, trames scénaristiques, c'est vrai qu'on peut vite se perdre, mais hem, je trouve qu'on est pris par la main dans beaucoup de moments de l'histoire, ce qui nous permet de toujours rester accrochés. Mais la Mmh. deuxième chose qui nous permet d'être toujours, à fond dans l'histoire, c'est, le côté, vif des dessins. C'est que Ouais. par des techniques, d'illustration, on a l'impression de toujours courir à 200 à l'heure, que les motos, elles vont, extrêmement vite et que tout est très dangereux, que tout explose. On a une façon de faire les scènes qui est assez américaine, Ouais. comme un film d'action, mais sans pour autant que ça soit, non justifié. Comme tout est justifié et tout est bien expliqué, ça crée, pour moi, en effet, cette vitesse et de pas avoir de la vitesse pour rien. Oui. Oui. Et la vitesse, est-ce que tu considères qu'elle était déjà là avant, l'arrivée, de Takashi, donc l'enfant qui ressemble à un petit Pépé? Ou c'est quelque chose qui arrive justement quand, Tetsuo et Kaneda, lorsqu'ils rencontrent, le petit enfant, Bah, mutant? alors, ouais, c'est une bonne question, il arrive assez vite dans l'histoire, et c'est vrai que le début du manga, en fait, est assez «calme» entre guillemets, parce qu'on découvre, Neo Tokyo dans les années 2020. On découvre cette histoire de JO qui était par ailleurs complètement prophétique, hein, parce que l'annulation Oui! des JO en 2020, c'est quand même, incroyable. Hem, donc on découvre quand même l'univers, mais assez vite, on voit, les 2 personnages principaux qui sont sur leur moto et qui filent à toute allure. Donc je dirais que la vitesse, elle était là, Mmh. mais que l'accélération, elle vient, clairement, à ce moment-là. Quand il y a Très bien. cette confrontation, cet accident, au final, de moto. Oui, totalement. Et c'est là où malheureusement le Kaneda, va devenir, le sujet, de nombreuses Tetsuo, expérimentations. ouais, Tetsuo, pardon, oui, 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 je confonds en toujours tout le super, temps, en hein. super. Ouais, pour moi parce que, fun fact, je fais genre je tiens un podcast manga, mais vraiment Akira, je l'ai vu il y a 4 mois au cinéma. Ah Avant je super! l'avais jamais vu donc Ah mais ouais, c'est par contre génial de le voir au c'était un super cinéma. moment. Ah ouais, ouais, c'était pour, un festival dont je n'ai plus le nom, malheureusement, mais qui prône la SF et c'était un super moment, mais effectivement, Kaneda, Akira, Tetsuo, que de Oui. noms. Ouais, moi aussi, je suis vraiment nulle en nom, donc je ne te jetterai pas la pierre. Bon, avant qu'on s'embrouille, sur tous les noms, rapidement, est-ce que tu souhaiterais, dire, 2-3 choses supplémentaires sur Akira ou, tu souhaites qu'on continue sur d'autres mangas? Alors Akira, c'est vrai que, il y a tellement de choses, à dire, mais je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que, pour moi, c'est le manga qui exprime le mieux le sujet, et Mmh. surtout cette liaison entre la peur de l'avenir et cette histoire de guerre. Parce qu'on a plein d'expressions de cette peur-là, que ça soit, évidemment cet énorme trou dans Neo Tokyo parce qu'une bombe Ouais. était voilà, était tombée. Ça nous rappelle forcément Hiroshima et Nagasaki. Et moi, j'ai eu l'impression en lisant Akira que constamment au-dessus de nos têtes, on avait, une bombe prête à tomber. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais qu'il y avait quelque chose qui pourrait se déclencher. Et ce sentiment-là, c'est le sentiment qu'ont eu les Japonais quand les Américains, enfin Ouais. les États-Unis ont Mmh. envoyé, 2 bombes consécutives à 3 jours d'intervalle, en changeant d'ailleurs au dernier moment, leur ville, de Oui, bombardement, de ouais. qui Mmh. est passée de Kyoto à Hiroshima. Donc en fait, qu'on soit un Japonais, déjà, on a une peur, extrême suite à ça et un traumatisme énorme, qu'on soit de Kyoto, ben, alors là, le traumatisme de se dire: «On a échappé à ça», il est voilà, évidemment, ceux d'Hiroshima et Nagasaki, c'est affreux, surtout que les morts ont été, supérieurs, les jours après le bombardement, Mmh. suite, à la radioactivité. Et donc que tout ça se ressente dans Akira, pas de manière aussi frontale que les États-Unis qui balancent une bombe, sur le Japon, mais par, Akira, cette, expérimentation scientifique, qui est prête à exploser à tout moment. C'est l'un des marqueurs, je trouve, premiers de cette mémoire de guerre, qui a marqué, cette génération. Après, on a évidemment ces mutants qui sont des Oui. vieillards. Donc c'est des jeunes, que ça soit, en dessous de 10 ans ou des adolescents qui ont, des aspects, de personnes âgées. Bah, ça, c'est pareil, une métaphore qui est assez, frontale et qui fonctionne très bien.
Hem et puis en effet le fait qu'on voit les Tetsuo et Kaneda essayer de trouver des solutions pour s'en sortir, qu'on les voit, utilisés par les scientifiques, par les militaires, être déshumanisés, ça fait que la conclusion où on voit, bon voilà, si des personnes n'ont pas lu, Akira ou ne l'ont pas vu, peut-être s'arrêter là, mais quand on voit Tetsuo tout détruire en tant que le nouvel Akira, on est en empathie avec lui, on comprend Oui, pourquoi il fait ça. parce qu'il Heu souffre. Il Exactement et qu'on souffre a vu qu'il terriblement. avait été délaissé, par les politiques, par, voilà, les militaires en proie aux politiques. Donc ouais, pour moi, c'est un bon résumé, de la vision que peuvent avoir, les adolescents sur, l'avenir. OK, magnifique. Bah, merci beaucoup. Akira, pour rappel, donc c'est bien évidemment disponible en film sur différentes plateformes. Si vous souhaitez le lire, en manga, bien évidemment, bah, son éditeur phare, c'est Glénat, hein, bien évidemment. Vous pouvez retrouver, la série complète de 6 tomes qui va plus loin que le film d'ailleurs, dans un coffret. N'hésitez pas, c'est du très, très grand. Néanmoins, tu parles plus tard d'un autre manga que je souhaitais mettre dans cette partie. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit dans les années 70 et là où, Akira, c'est peut-être, le mauvais terme, mais Akira, c'est du spectacle, du grandiloquent. Tu cites un autre manga, sorti dans les années 70 qui montre, cette, jeunesse rebelle, cette jeunesse qui en a marre des carcans de la société, japonaise. Ce manga, il s'appelle «Lorsque nous vivions ensemble» de Kazuo Kamimura. Alors tu me dis si je résume bien, c'est l'histoire, d'un jeune couple qui décide de s'installer à Tokyo et donc de vivre un amour, qui implique forcément, ce qu'on vit tous, dans nos histoires, c'est-à-dire des moments aussi beaux que tristes et ça, contre le jugement populaire, contre l'avis d'une famille, traditionnelle et cetera. Est-ce que tu trouves aussi que, c'est cette période, où on parle de manière différente avec le tranche de vie, bah, du fait que la jeunesse en a marre, quoi? Ouais, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'en parallèle à ce moment-là, en plus des discours comme, peut avoir Akira, d'autres mangas permettent d'avoir d'autres discours sur la jeunesse, qui est pas forcément un discours beaucoup plus heureux. Et c'est intéressant que tu cites celui-ci. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus appuyé sur Solanine parce que Mmh. c'était beaucoup plus Ouais. facile pour moi. Il était dans les dans la On y deuxième reviendra. partie et du coup, ça me permettait d'être, plus cohérente dans mon ensemble. Mais c'est vrai qu'en fait, depuis les années 70, on a cette, difficulté de la part, des jeunes, japonais aussi de pouvoir s'exprimer, d'un point de vue un peu plus individuel. C'est-à-dire, sortir de cette grande histoire et de ce mal-être, qu'on peut avoir et qui est complètement, cohérent et valide, hein, comme dans Akira. On a aussi une seconde peur, une seconde inquiétude beaucoup plus, proche de l'humain qui est, le mal-être, psychologique, lié au fait qu'on ne se sente pas, intégré dans la société. Pourquoi? De différentes façons. Ici, par exemple, dans le manga, en effet, le fait que le couple ne puisse pas, vivre, leur amour, vivre ensemble, ça c'est un gros sujet aussi. C'est, le regard qu'on porte sur les autres. Et au Japon, le regard qu'on porte sur un couple non marié qui vit ensemble, à cette époque-là, était quand même très compliqué. Ce regard-là était aussi compliqué au début des années 2000. Mmh. Aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé, évidemment. Mais en tout cas, ce regard fait qu'on se sent contraint à prendre des décisions qui ne nous permet pas de vivre, une vie, pleine et heureuse et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est à peu près tout. OK, très, très bien. Lorsque nous vivions ensemble, pour le coup, c'est disponible chez Kana. Alors, ça me permettait d'introduire une autre question qui est un peu plus, méta et l'écriture du mémoire. Forcément, tu cites, beaucoup de mangas. Est-ce que ton mémoire s'est adapté en fonction de tes lectures ou à l'inverse, le sujet t'a amené à lire de nouveaux titres? Ah, c'est vrai que c'est pas forcément hyper bien de dire ça, mais le sujet s'est adapté à mes lectures beaucoup. Ce qui est normal. Oui, c'est vrai, mais j'aurais aimé dire alors j'avais beaucoup lu, non, c'est vrai que, le sujet m'a fait lire beaucoup de personnes qui ont analysé déjà le manga ou qui ont analysé des mécanismes psychologiques ou sociologiques ou
mais il me semble ne pas avoir lu de manga pour écrire le sujet. C'est plutôt, du coup, par, le fait que j'avais remarqué dans mes Mmh. lectures que, voilà, les jeunes se sentaient vraiment passés à côté de leur vie, en fait, que j'ai décidé d'écrire sur ce sujet. Très bien. Après, j'ai évidemment sélectionné, les mangas qui me semblaient, pertinents. Bien sûr, Heu, ouais. il y a d'autres, mangas qui auraient pu aussi, entrer, dans le corpus, mais pour un sujet précis et du coup, ça me semblait pas pertinent de le rajouter, à ce Très moment-là. bien. OK. Bon, bah, très, très bien. Alors, on a parlé, bien évidemment, donc des années 70, 80, 90, allez, tirons jusqu'au bout. Maintenant, allons vers, le nouveau millénaire, les années 2000. Tu le dis dans ton manga, dans ton mémoire, décidément, j'y arrive pas. Tu le dis dans ton mémoire, la société tend de plus en plus à, s'individualiser et en même temps, paradoxalement, quand ces individus s'enferment sur eux-mêmes, la société tend à être de plus en plus, en attente d'un résultat. Est-ce que je me suis trompé dans mon analyse Non, ou non, c'est bien c'est ça? ouais, ouais, c'est ça, c'est que, bah, évidemment, nos sociétés qui deviennent, de plus en plus capitalistes, Oui. et ça crée forcément une, plus grande part d'individualisation parce que quand on est, en collectif, ça ne permet pas d'arranger, une société capitaliste, c'est beaucoup plus simple d'avoir, des individus, un petit peu plus centrés sur eux-mêmes, Mmh. hem et de manière un petit peu boule de neige. C'est-à-dire que si on se sent mal, parce qu'on se sent pas, intégré dans une société, qu'on sait pas du tout comment est-ce qu'on va mener notre vie parce que, le travail nous semble, impossible à mener, et qu'on n'a pas de passion parce qu'on n'a pas le temps de les développer, beh, cet effet-là fait qu'on va se recentrer sur nous-mêmes et qu'on va penser beaucoup à nous et qu'on va avoir du mal à développer notre, collectif, ce qui fait qu'on va encore plus, se tourner vers nous. Enfin bref, c'est un espèce de Mmh. cercle Ouais. vicieux, et qui enfin, en tout cas, quand j'ai ressenti, dans les lectures du corpus, comme étant un un revirement de c'est pas le bon terme, un virage plutôt dans les années Ouais. 2000 Mmh. où on se concentre beaucoup plus là-dessus. Alors, je sais pas si c'est forcément, lié, mais c'est vrai que dans les années 2000 au Japon, il y a eu une énorme crise financière et Oui. démographique. Oui, 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 totalement. Heu, crise, démographique qui est d'ailleurs, toujours d'actualité. Hem et donc cette crise, financière et démographique, fait qu'à ce moment-là, on a quand même, une population qui souffre, qui tire la corde, qui, n'a plus le temps, l'argent de se divertir. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où le Weekly Shonen Jump commence à baisser ses impressions, Oui. perd des parts de marché, où ça devient très Mmh. compliqué et d'ailleurs, du coup, les mangas, ils sont le manga et en fait tout type de divertissement, c'est le reflet de la société. Donc quand la société, les individus vont mal, en général, ça se ressent dans ces médias-là et les médias, ils apprennent en fonction de ce qui fonctionne. C'est-à-dire que Oui. si on a des personnes dans les années 2000 qui sont beaucoup plus centrées sur eux, qui se sentent mal, qui ont moins d'argent ou, les sujets de prédilection sont, la solitude, le couple, où ça se passe mal, le travail où ça se passe mal, bah, les mangas vont venir en miroir de la réalité. D'où l'arrivée, par exemple, de grands noms, des années 2000 tels que Death Note, Ouais. où clairement on est dans ce paradigme, quoi. Ouais, ouais, exactement. C'est vrai que Death Note qui, d'ailleurs est souvent cité comme étant, le manga, par lequel, entrer dans les mangas. C'est vrai que c'est exactement ça, c'est qu'on a, une confrontation entre le bien et le mal, en étant, quand même, vraiment nuancé, avec cette question de, heu, est-ce qu'avec une décision individuelle, on peut permettre au collectif d'aller mieux? Effectivement. Parce que, rappelons-le pour, celles et ceux qui ne connaîtraient pas le manga, Death Note, c'est l'histoire de Light Yagami, un lycéen brillant qui, un jour, voit tomber, dans la cour de son école, un carnet étrange, le Death Note.
Ce Death Note, il découvrira qu'il a la capacité de tuer des gens selon certaines conditions au pluriel, et dès lors c'est un fou qui se prend pour un dieu et qui pense que la justice c'est lui. Et dès lors, c'est une traque qui commence puisque les autorités internationales sont à la recherche de celui qui se fait appeler Kira. D'ailleurs, Death Note, bien évidemment, disponible chez Kana, en 13 tomes. Vous avez également l'édition Black qui pourrait vous intéresser. Et dans cette même période, il y avait aussi un autre manga qu'on connaît, qui est dans l'actualité puisque une collection de vêtements va apparaître avec Uniqlo. C'est Nana. Nana, que tu cites dans ce mémoire, en disant que le manga n'apporte aucune solution ni soulagement, il constate. Et pour toi, Nana serait la traduction du fatalisme et de l'anxiété de la société japonaise. Ouais, c'est vrai que Nana, à cet égard-là, est assez intéressant. Déjà, c'est un manga qui a beaucoup marqué notre génération, que ça soit des lecteurs féminins ou masculins. C'est vrai que en général, les shoujo, bien que les shonen sont complètement lus par à la fois des filles et des garçons, les shoujo, il y a encore cette réticence de la part des lecteurs masculins parfois qu'on retrouve. Alors aujourd'hui, j'espère que c'est différent. Mais c'est vrai que Nana fait vraiment l'unanimité et on retrouve dans ce manga, ça aurait pu complètement être un manga de mon corpus, mais que j'ai découvert, je pense, trop tard pour vraiment l'intégrer et lui donner la place qu'il mérite d'avoir. C'est typiquement pas un manga avec lequel j'ai grandi et que j'ai découvert plus tard dans mes lectures, donc il a eu moins, entre guillemets, d'importance. Mais c'est vrai que les sujets abordés sont complètement en cohérence avec le fait de ne pas se retrouver, de ne pas trouver sa place. Dans Nana, on a 2 personnages qui suivent des trajectoires complètement différentes. Que ça soit essayer de trouver sa place dans un groupe de musique ou trouver sa place comme dans un couple en retrouvant la personne que l'on aime et retrouver sa place un petit peu dans un schéma classique, hétéro, dans lequel on se sentirait bien. Le fait d'avoir en parallèle ces 2 narrations, évidemment, ça dit beaucoup, mais surtout ça permet de voir que ça soit dans cet arc narratif-là ou plus tard dans le manga, que les personnages adolescents, jeunes adultes plutôt pour Nana, ils sont constamment confrontés à des violences qui les marquent, qui les traumatisent, que ça soit, la drogue, les agressions, Ouais. l'échec, on retrouve en tout cas, des sujets d'une autre façon avec Nana. On retrouve un mal-être, que l'on peut avoir dans Akira et puis l'impression aussi d'avoir, des personnages qui sont abandonnés par leur famille, ça on le retrouve souvent dans le manga et bien que, on voit que ce sont, elles qui partent vers Tokyo pour, faire carrière, il y a quand même cette, disparition du cadre familial des parents. Parce que dans tous les cas, dans les mangas, moi j'ai l'impression que les parents, ils sont soit absents, Oui, oui, soit oui. problématiques. Ça ne va jamais. Et encore une fois, sans donner de solution, il n'y a jamais réellement d'happy ending. Dans Nana, C'est vrai. la série est en cours, mais j'allais dire Hunter x Hunter. Est-ce que la série est en cours? Est-ce qu'elle est terminée? La C'est série est autre en chose. cours, la série Oui. est en cours! Croisons des doigts, C'est ça. croisons des doigts. Mais effectivement, l'happy ending, c'est quelque chose qui se fait rarement sentir, voire quand il y en a une, c'est au prix de nombreuses morts ou au prix de je sais pas combien de sacrifices. Ouais, 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 c'est vrai que, bah, que ça soit Nana ou Hunter x Hunter, ou plein d'autres mangas, on sent que, comme tu le dis, les sacrifices sont tels qu'à la fin, comme Fullmetal, Oui, on pourrait parler d'un happy ending, mais en fait, je suis pas sûre que quand on regarde la fin parce que pour le coup, j'ai lu que le début, j'ai pas lu la fin, mais j'ai vu la fin, plusieurs fois parce que j'adore ce manga. et à raison, bien sûr, Oui. merci. Mais quand on voit la fin, moi, je ne me sens pas bien. Oui, Je ne me oui, sens pas oui, comme étant, rassurée. oui. Alors, on aura l'occasion d'y revenir sur Fullmetal. Toujours dans les années 2000, tu mets en avant dans ton chapitre Être et mal-être le fait que le suicide
malheureusement, est un cas extrêmement fréquent. Alors, tu reprends les travaux notamment de Karine Nishimura-Poupé, Ouais. qui a réalisé une interview avec la sociologue Michiko Ueda et qui constate que donc effectivement c'est quelque chose d'extrêmement important dans la société japonaise et que le Covid a montré d'autant plus que la société japonaise est marquée par le patriarcat, puisque on constate une hausse de 40% des suicides pour les femmes contre 5% chez les hommes. C'est quelque chose, cette augmentation du suicide, qui s'était déjà reproduit dans les années 2000. Et l'une des raisons que tu donnes, c'est la pression sociale qui est de plus en plus flagrante face à des repères qui disparaissent de plus en plus, notamment la famille. Alors, on a déjà parlé des hikikomori, mais pour aller plus loin dans l'analyse et parler d'un autre auteur disponible aux éditions Kana, Inyo Asano semble être celui qui illustre assez bien cette réalité des années 2000 avec une jeunesse toute petite, voire jeune adolescente et jeune adulte qui n'est pas bien dans sa peau. Ah oui, c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu choquée quand j'ai travaillé sur ce sujet, c'est de me rendre compte que le taux de suicide chez les femmes avait autant explosé pendant le Covid. Il y a plein de raisons, je sais plus si j'étais rentrée dans les détails, mais Karine Poupée propose des lectures à ce phénomène. D'accord. Potentiellement le fait que, pendant le Covid et ça s'est retrouvé aussi en France, ça s'est retrouvé dans tous les pays, hein, c'est que les Hmm. femmes étaient du coup à la maison, avec, leur mari, leurs copains et donc Oui. en des Mhm. cas de, violence domestique ou de violence psychologique, être enfermé avec son bourreau, évidemment ça crée une détresse énorme. Mhm. Le fait que, être enfermé aussi parfois dans des contextes de vie familiale extrêmement demandante avec des enfants, sans avoir le fait de pouvoir souffler en allant au travail ou, si Mhm. on est femme au foyer, de pouvoir voir, peut-être, son mari, partir au travail. Je parle de schémas très classiques, hein, mais, c'est pour, schématiser. Bien sûr, ouais. Voilà, en tout cas, il y avait des raisons possibles. Il y avait aussi, le fait que lors du déconfinement, le choc était tel que les suicides continuaient. Parce que de passer d'un état extrême, à l'autre, Oui. n'a pas permis de faire revenir les choses, à la normale, directement. Et à partir de ce moment-là, moi, j'avais quand même, l'impression, qu'il y avait des raisons pour lesquelles, les mangas fonctionnaient aussi bien en France. Alors évidemment, le Club Dorothée, c'est la raison principale. L'arrivée d'Akira qui a marqué toute une génération, c'est, la seconde raison, primordiale. Il y a quand même tout un historique entre, le Japon et la France, bien avant le Club Dorothée, qui fait qu'on a des pas des histoires miroirs, mais en fait, on a beaucoup appris de leur art. Mhm. Ils ont beaucoup appris de notre histoire de l'art, Ouais. en France dans les au 20e dès le 20e siècle, dès le même Mhm. peut-être le 19e siècle, 19e siècle ouais, avec le japonisme. voilà. Mhm. Donc on apprenait, l'un de l'autre, la culture, gastronomique, enfin voilà, il y a Mhm. quand même eu tout ça et j'ai l'impression que ça, plus le fait que peut-être les jeunes en France, se sentent en corrélation avec les problématiques des jeunes au Japon, permet que ce média fonctionne aussi bien, se vende aussi bien, et l'une des raisons peut-être, du fait que les jeunes en France, se sentent, liés avec, les jeunes au Japon, c'est une hypothèse, hein, mais ça vient Ouais. peut-être aussi du mal-être, de l'école, de la Mhm. pression. Alors évidemment, on dit que le Japon, la pression, elle est beaucoup plus forte et qu'il y a tellement plus d'options, parascolaires et qui finissent extrêmement tard, donc c'est très différent, de ce qui se passe en France. Parce cela dit, la pression, même si c'est beaucoup plus facile en France, la pression, on la ressent et donc ces sujets-là font peut-être que Inyo Asano, a autant explosé en France, plus qu'au Japon. Mhm. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il a une rayonnance en France, plus grande qu'au Japon. Après au Japon, il y a tellement de concurrence que ça joue beaucoup. Mais Inyo Asano, c'est en effet un auteur important, qu'on a découvert en France, je pense, dans les années 2010, il a Ouais. commencé à être publié. Mhm. Avec, La fille de la plage, Sonaline, plein d'autres mangas, Bonne nuit Bien Poun-Poun, sûr. qui est par ailleurs aussi un manga, que j'aurais pu prendre, dans
mon corpus parce que c'est exactement, d'un enfant à un ado, comment est-ce qu'on peut, à un jeune adulte même, comment est-ce qu'on peut, se sentir en décalage, constant, Mmh. en mal-être, et c'est vrai qu'Inuyasano, il arrive à dépeindre des personnages qui sont souvent, au bord de la dépression, qui sont en tout cas en forte déprime, qui ne trouvent Ouais. pas leur place dans la société, qui ont l'impression que leur vie s'arrête après le collège, le lycée. Mmh. Ouais. Ils ont souvent un parent absent, Tu résumes, l'œuvre d'Asano avec, 3 mots que je trouve, assez intéressants, notamment avec un, mais on y reviendra, qui sont art, sexe et mal-être. Si forcément art et mal-être sont assez parlants, sexe, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que, tu reviens sur la dimension, patriarcale, voire, fétichiste qu'on peut avoir dans nos sociétés, occidentales avec, l'analyse de Jean-Marie Bouissou, qui disait que n'importe qui a feuilleté un peu de shonen ou de shoujo manga sait que leurs scénarios se nourrissent de traumatismes, des peurs et des désirs primitifs de tous les adolescents du monde. La douleur de la séparation avec la mère, le conflit avec le père, les tourments de la virginité, la peur du viol chez les filles et celle de la castration chez les garçons, les incertitudes de la personnalité adolescente et même la mort violente. Ça, c'est une analyse que tu vas critiquer dans ton mémoire et tu montres à quel point Asano s'est détaché de cette sexualité apparente dont se réjouit Jean-Marie Bouissou contre le politiquement correct qu'il dénoncerait. ah oui, c'est vrai que c'est un Jean-Marie Bouissou, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup cité dans mon Ouais. mémoire parce Mm. que, bah, c'est un fin analyste, du manga, j'ai beaucoup appris à travers, ses différentes recherches, mais c'est vrai Mhm. que quand j'ai lu cette analyse de sa part, alors je me suis dit que j'avais peut-être mal compris, que j'avais pas le contexte. C'est vrai que j'avais l'impression que c'était un petit peu à côté par rapport à ce sujet-là. Mm. Hem, c'est vrai que Inyo Asano, alors je sais qu'il est un petit peu décrié, aujourd'hui. En tout cas, j'ai, vraiment l'impression que les scènes de sexe dans ces mangas, sont entre guillemets «désexualisées» parce que, Bien ça sûr, reste des scènes de sexe, mais bien quand sûr. on a l'habitude de voir, des personnages féminins dans les mangas, constamment, que ça soit dans des shonen, ou dans des seinen qui sont extrêmement sexualisés, même hors scènes de sexe, des Mm. personnages qui, se cambrent de tous les côtés, qui sont à moitié, Oui. nus, qu'on fait abstraction quand on est lecteur de manga. Quand on regarde My Hero Academia, on adore, l'histoire, on est complètement à fond, on essaye de mettre de côté le fait que tous les personnages féminins sont, courbés, complètement avec des proportions complètement ahurissantes. Alors même que Hem, c'est des jeunes, justement. alors même que c'est des jeunes, ouais, tout à fait, et c'est vrai que Inyo Asano, quand on lit ses planches, de La fille de plage, qui est un manga où le sexe revient beaucoup parce que c'est Mhm. des jeunes ados qui sont en quête de sexualité, notamment le personnage féminin qui se cherche beaucoup, et qui essaye de contrecarrer son image de petite fille parfaite, extrêmement forte à l'école, que peuvent avoir ses parents et dans lequel elle se sent pas du tout en cohérence, hein. Et bien, on a l'impression de voir une vraie scène, enfin, c'est-à-dire une scène, je sais pas si on peut dire naturaliste, en tout cas une scène, réelle de ce qui Mm. pourrait, se passer. Bon, après ils sont en recherche ils testent, plein de possibilités sexuelles qui font qu'on peut se Bien sûr. sentir un petit peu en décalage avec certaines pratiques et qui peuvent un petit peu nous choquer, c'est sûr. Mais on a l'impression de voir une vraie scène, désexualisée, et en fait, ces scènes-là, pour moi, elles produisent un discours qui est, le fait que le personnage, il est un petit peu perdu. Enfin, le personnage, féminin, il se cherche, il est un petit peu perdu. Elle veut pas tomber amoureuse du personnage masculin. Comme tu le vois, j'ai oublié les noms, hein, donc je suis Mais comme toi, hein. je dis rien, je respecte. Non, mais du coup, c'est vrai que le sujet, c'est pas ces scènes-là, c'est, ce qu'elles veulent dire, et je Mm. trouve qu'avec Inyo Asano, on arrive à dépasser juste la scène en elle-même et à produire un discours, et c'est justement pour ça que ça m'a interloquée, heu, parce que j'ai regardé évidemment des critiques de ce manga que j'avais découvert beaucoup plus tôt, mais pour, Mm. mon travail, j'ai, regardé un petit peu ce que se disait, dans des magazines, enfin dans des journaux. Il me semble que c'est Le Monde ou Libération qui titre une horreur, de type, Oui.
en insultant le personnage féminin parce que, elle est à la recherche de sa sexualité, en la traitant de, entre guillemets, «pute» ou «salope», je ne sais plus. Alors, je cite: «Faute de pouvoir être la reine, elle joue à la pute». Les mots de Marius Chapuis, journaliste manga. Bah, Voilà. voilà, ça pardon, mais C'est c'est tellement sexiste! c'est et c'est terrible que des médias généralistes, voire même spécialisés, enfin que des Oui. médias se permettent de Et d'ailleurs, lui aussi, c'est un super journaliste que je n'ai pas arrêté de lire pour plein d'autres analyses que je trouve passionnants, comme Jean-Marie Bouissou. Et sur ces sujets-là, je trouve qu'ils sont un petit peu à côté. Mmh. Très bien. Alors, on a parlé de La jeune fille de la plage et de Bonne nuit Poun Poun, mais tout à l'heure, tu as cité un manga, toujours d'Asano, et qu'il me semble intéressant de mettre en parallèle avec un autre terme que tu as employé, page 78 pour être précis, qui est que aujourd'hui, dans nos mangas, on constate une jeunesse vidée d'espoir, et j'aimerais que tu nous le présentes selon l'angle de Solanine. Déjà, qu'est-ce que c'est Solanine? Alors, Solanine, c'est un autre manga très important de Inu Asano. C'est un diptyque. Euh, et c'est l'histoire d'un couple formé par Meiko et Taneda qui, après le lycée, décident de s'installer ensemble sans en parler à leurs parents, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien accepté, euh, et qui vivent leur vie à travers des jobs qui ne leur plaît pas et qui ont l'impression de se sentir adultes trop vite. Ils Hmm. se sentent plus tout à fait des adolescents, mais ce sont pas tout à fait des adultes. Ils essayent de faire ce dont on attend d'eux, c'est-à-dire des employés gentils et dévoués, mais en fait, ça en est trop. Et donc, le personnage féminin Meiko décide de démissionner de son travail, qui est donc la chose la plus bouleversante qu'elle n'ait jamais vécue. Elle saute dans le grand bain. Elle est seule, enfin, elle est avec son chéri sans travail. Sa famille ne sait pas qu'elle vit avec son mec et qu'elle n'a pas de travail. Et elle décide de se lancer dans cette vie pour découvrir ses passions. Et elle va vite se rendre compte que des passions, en fait, elle en a pas. Passer 3 jours où elle se balade dans Tokyo, elle se dit qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Parce que si je passe pas mes journées à travailler, qu'est-ce que je fais? Euh, Hmm. et en fait, c'est une vraie introspection qui va se faire avec la musique. Parce que tous les deux Hmm. vont donc créer un groupe de musique avec des anciens amis à eux. Et ils vont essayer de s'épanouir là-dedans. Alors, est-ce que c'est en fait juste une nostalgie, un vieux rêve jamais assouvi qui n'aurait jamais dû être ressorti, ou est-ce que c'est une vraie passion qu'il faut creuser et la façon pour eux d'être heureux? Ça, ils vont avoir 1 an pour le découvrir parce qu'elle a globalement 1 an d'économie avant de devoir retravailler. Voilà, très bien. Et donc effectivement, une jeunesse perdue. Alors, on va y revenir plus ou moins sur Solanine, mais pourquoi des mangas comme Solanine sont nécessaires selon toi aujourd'hui pour justement, pour le coup, pour les lecteurs, mais les jeunes lecteurs et jeunes lectrices? Alors Solanine, moi j'ai l'impression, de par ma lecture et par la lecture, de mon entourage, que c'est quelque chose qui nous a beaucoup parlé. Parce qu'il y a, comme je le disais, une temporalité pas tout à fait adulte, pas tout à fait ado, et il y a une espèce de réalisme dans leur vie qui fait qu'en fait, quand on a fini les études, on commence à travailler, puis on se pose pas trop de questions. On perd petit à petit nos passions et on voit de moins en moins nos amis, et en fait, la vie se précise un petit peu sous nos yeux sans qu'on ait l'occasion d'avoir la main dessus. Et je pense que Solanine, c'est un manga important pour nous remettre en face ce qui compte vraiment. C'est-à-dire que Meiko et Taneda, ils s'en sont à un moment donné presque à se poser la question de en fait pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça Hmm. compte? Enfin, est-ce qu'on est vraiment amoureux? Est-ce qu'on doit rester ensemble? Et de prendre du recul, de se concentrer sur soi,
ça permet de découvrir ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment, à un stade où, on a toujours été, écolier, collégien, lycéen, étudiant Oui. et Mmh. on passe employé et on a toujours cette étiquette sans savoir, qu'on peut-être on a envie d'être, musicien, on a envie d'être, artiste, streamer, pianiste, enfin voilà, j'ai très Mmh, peu mmh, d'exemples. Je redis la même mmh. chose. C'est très bien. Hem, mais ouais, c'est vrai que l'histoire qui est une histoire assez réaliste avec des personnages, on peut se dire qu'on est eux, c'est forcément plus fort pour nous et le réalisme du dessin de Inuyasha Asano, heu, fonctionne hyper bien avec ça et même si c'est très nostalgique comme manga, hem, on se pose constamment la question de, quand à la lecture, hein, mais Mmh. de est-ce que c'est juste des ados, des jeunes adultes loupés, des ados qui veulent pas passer à l'étape du dessus? Heu, En fait, on s'éclate en le lisant et on comprend bien les mécanismes qui sont en train de se passer, dans la tête de Meiko. Ouais. Hem Et ça nous fait nous poser la question aussi, à nous-mêmes de, «Est-ce que je me lancerai pas dans ce rêve que j'ai?» Bah, c'est complètement idéaliste, hein, mais en tout cas, ça me permet d'ouvrir la porte là-dessus. Bah, écoute, merci beaucoup. Je crois vraiment que je vais aller lire Solanine à la fin de l'épisode parce Oui. que, vraiment tu m'as donné envie. Pour rappel, Bonne Nuit Poun Poun, Solanine et tous les autres titres d'Asano sont disponibles, chez Kana. D'ailleurs, son prochain manga vient d'être annoncé, pour très bientôt chez les éditions Kana. Heu alors, on l'a vu, Akira, lorsque nous vivions ensemble. Ici, tous les titres d'Asano, ça reste majoritairement des titres qu'on pourrait dire seinen, ou en tout cas à destination de jeunes adultes. Pourtant, tu reviens également sur l'importance des shonen et des shoujo face à la crise de l'avenir, puisque pour toi, en fait, ce sont des œuvres avant tout politiques et donc, évidemment, les auteurs et autrices ont un rôle à jouer pour dépeindre cette peur de l'avenir et de l'orientation. Et ça, tu l'illustres avec FMA, Full Metal Alchemist, qu'on présente beaucoup dans cette émission d'ailleurs. Oui, c'est vrai que Full Metal, c'est vu comme un manga shonen, donc un manga qu'on peut regarder, en étant assez jeune, en étant au collège, même en étant en primaire. Alors je sais pas si c'est exactement le cas parce que c'est assez violent, Ouais. au-delà de ça, l'intrigue est quand même assez, technique Hmm. et entremêlée. Mais c'est clairement, un manga qui rentre parfaitement dans cette analyse-là parce que, au-delà du fait que, les 2 personnages, hem, sont profondément tristes, ont, perdu leurs parents de façon différente, même s'il y a toujours leur grand-mère qui est très présente, mais en tout cas, Hmm. ils ont perdu leur mère, ça on le sait très vite et puis leur père, est parti. En tout cas, ils sont complètement délaissés. Hem Assez rapidement, en plus du fait, comme on a pu le voir dans les autres mangas, que, voilà, c'est une jeunesse qui a pas vraiment d'avenir et qui suit leur train-train et qui vont faire le travail qui est presque logique avec l'avancée du manga. On voit très rapidement que la politique de l'univers, mais pas que, est primordiale dans elle a une place qui est primordiale, notamment parce on décrit ces 2 frères, très rapidement comme étant les chiens de l'État. Oui, Alors ça, c'est pas anodin. On a aussi plus rapidement pour voir qu'on va traiter d'un univers politique, le méchant de l'histoire qui s'appelle le Führer, bien sûr. Et ce qui ramène qui justement à la Seconde Guerre mondiale. ouais, exactement. Ce qui nous amène aussi à penser un petit peu ce qu'on a pu voir avec SNK, l'attaque des Titans où, l'univers, de la même façon est, très clairement inspiré, de l'histoire et de la politique, et des guerres, donc il y a des mangas comme ça qui, ont en toile de fond quelque chose qui est très clair et qui est très assumé Mhm. et ici avec, Full Metal, on a donc en effet un univers, qui est dépeint dès le début. On a, des codes, qu'on retrouve, assez classiquement, de l'abandon des parents, de 2 jeunes qui, ont une quête initiatique, même s'ils sont plus vraiment jeunes, en fait, hein. Je crois que dans le manga, ils sont plutôt jeunes adultes comme ils travaillent. Ouais.
en tout cas quête initiatique et quête initiatique personnelle qui va croiser la grande quête de la grande histoire du manga. Par ailleurs, les quêtes individuelles des deux frères pour répondre aux différents obstacles va venir confronter la grande quête du manga qui est une quête du grand méchant qu'on va découvrir à la fin. Les deux s'entremêlent et durant la lecture ou le visionnage de ce manga arrivent d'autres discours. Discours de la domination sociale, de la guerre, Mhm. De la notamment religion aussi. de la religion, tout Ouais. à fait. Notamment avec le génocide Ishbal qui est en plus un génocide ethnique. Dans le Oui. manga, génocide ethnique, génocide dont le Führer, le grand méchant du manga, explique comme des fanatiques religieux. Et on découvre en réalité que c'est pas le cas, c'est juste pour pouvoir exploiter les terres des Ishbal. Donc il y a quand Mhm. même dans le manga une prise de position qui est claire et nette et précise, que je trouve bien et osée, qu'elle soit aussi visible de la part de l'autrice. Mhm. D'ailleurs, évidemment qu'elle s'est inspirée de génocide pour en parler, mais je crois que comme elle vient du Japon du Nord, elle s'est Ah, ben inspirée oui. de... Voilà, je connais très peu cette histoire-là, mais... Oui, le génocide de Kaido, si je me trompe pas. Enfin, pas pas le génocide, mais enfin le. Attends, je teste dessus. Enfin, je check de suite. Mais on est d'accord, c'est au nord où les populations du nord se sont fait éradiquer par. C'est ça, Voilà, ok, ouais. par le reste du Japon, hein, par la politique japonaise, il me semble, hein. Oui, c'est ça, c'est le massacre des populations d'Hokkaido. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que dans ton mémoire, tu te tentes même à commencer une lecture marxiste de Fullmetal Alchemist en montrant que Bradley, mais du coup par extension Père, le grand méchant, monopolise le pouvoir par l'asservissement de la population à travers une religion, un opium, qui est représenté par l'alchimie. Ouais, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de mangas. Enfin, en tout cas, c'est le type de trope qu'on peut retrouver. Typiquement, dans My Hero Academia, c'est un petit peu ça aussi, le Oui, All for One et One for All? ouais, All for One et Voilà, tout One simplement. for All, exactement. Enfin, en tout cas, cette idée d'avoir une transmission ou alors de récupérer tout, et que d'ailleurs, c'est un petit peu un miroir Fullmetal et My Hero sur cette partie-là, parce que les deux grands méchants ont la même quête de prendre, dans Fullmetal, c'est beaucoup plus clair, de prendre aux précarisés, au peuple, Mhm. à la population pour des besoins d'immortalité. Oui. Je pense qu'en effet, quand on je sais pas si c'était voulu de la part de l'autrice, mais quand on parle de ce type de sujet, à un moment donné, on en arrive forcément, à des grands courants de pensée comme, marxistes, ou d'autres, quand on produit des discours et quand on produit des discours dans des œuvres fictionnelles, on arrive forcément à avoir des discours sur la réalité. Mhm. Pas très bien expliqué, mais j'espère qu'on Non, si, comprend le si. propos. Si, totalement. Non, non, au contraire, c'est très bien. D'ailleurs, c'est assez intéressant puisque FMA, au cœur de l'actualité, va être adapté en webtoon. Donc, si vous avez Ah! envie de faire une énième lecture de ce banger, hein, de cette masterclass, on peut que vous inviter à, à découvrir ce manga hein, disponible dans plein de versions. Euh, le shoujo, le shonen, là on s'est attaqué à des grandes institutions telles que l'État, la religion, la société en tant que telle, mais il y a une sensibilisation à un autre élément qui est encore plus important au Japon que dans d'autres pays, c'est celui de la famille que tu nommes le yé. Alors, yé, pas kazoku, kazoku, mais pas yé, qu'est-ce que tu as essayé de dire avec ces deux termes japonais? Alors oui, en fait, au Japon, donc la famille, c'est une notion qui est, extrêmement importante comme dans d'autres pays. C'est vrai que la famille, c'est pas la même chose, qu'on soit, en France, en Suède, en Espagne, en Italie, au Chili, au Japon, en Corée. Et au Japon, notamment, il y a 2 termes, en effet, donc kazoku.
qui veut dire plutôt membre d'une famille. Mmh. Donc voilà, qui définirait une personne, de notre famille, alors que Yé, c'est plutôt cet ensemble qui forme une famille. D'accord. Après plus précisément, on pourrait dire en effet qu'un Yé, est formé par, Par les un Kazoku. ensemble voilà, un ensemble de D'accord. Kazoku et dirigé par une figure patriarcale, en tout cas à l'époque c'était comme ça que c'était défini. Se pose la question du coup des femmes qui sont mariées, beh, du coup elles intègrent un nouveau Yé, elles quittent leur Yé de Mmh. naissance, en fait c'est des espèces de ouais, de formation familiale et c'est intéressant de voir, cette façon de penser la famille pour, lire, en tout cas les histoires qui traitent de la famille, dans les œuvres japonaises. Parce que forcément quand on voit la famille de cette façon-là, alors, aujourd'hui ça doit être un petit peu différent, mais quand on voit comment, on voit traditionnellement la famille, forcément c'est pas la même chose quand on imagine notre fille se marier et quitter notre famille pour intégrer une autre, que, quand on peut imaginer, un union et qu'en fait la famille s'agrandit, plutôt que Mmh. se divise. Et dans une société, japonaise de plus en plus en proie à l'individualité, mais toujours victime de la pression du «yé» justement, bah, c'est compréhensible que la jeunesse ait extrêmement peur, quoi. Oui, c'est vrai et puis ça a une espèce de c'est vrai de double discours, de se dire de, forcer une grande individualité et à la fois essayer de faire famille, d'une façon traditionnelle. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait qu'une façon traditionnelle qui est acceptable. Quand on est en couple et qu'on n'est pas marié, c'est pas acceptable. Alors faire famille avec des amis, avec, Ouais. des groupes auxquels on peut appartenir, alors là, c'est sûr qu'il faut même pas en entendre parler. Donc c'est vrai que ces 2 choses-là qui sont des espèces de double discours, beh, ça crée une incompréhension, un mal-être qui fait qu'on peut jamais trouver une solution. Et pour représenter ce mal-être, ce malaise, tu as dans la famille, hein, bien sûr, tu as, souhaité parler d'un manga que j'ai lu pour, les besoins de l'émission et je t'en Ah remercie super. parce que, bah, c'est une lecture, horrible mais incroyable. C'est Les Liens du sang disponible chez Crunchyroll, chez Kiyun. Ouais, c'est vrai que, on a parlé de plein de sujets, de la jeunesse, que ce soit la jeunesse avec la société, la jeunesse avec l'école, la jeunesse, dont les parents sont absents, la jeunesse en proie à elle-même. On n'a pas forcément, divé dans des mangas qui parlaient de famille et de monde de famille, en particulier. Et là, Les Liens du sang, mais c'est clairement, l'histoire de Seiko, Mmh. qui vit avec, une mère, qui semble, extrêmement douce, presque une mère poule, qui veut que du bien pour son fils. Alors en effet, elle est très présente. En effet, elle, lui demande parfois trop de choses, d'être trop proche d'elle, de sacrifier trop de choses pour, cet amour, mère-fils. Mmh. Mais pourtant elle nous semble, et ça on le voit dès la couverture, hein, elle nous semble, être, finalement une mère parfaite dans ces mangas où on voit constamment les parents absents. On voit, les enfants livrés à eux-mêmes et évidemment si on en parle, aujourd'hui, c'est, une mère qui n'est pas si douce que ça et qui est en réalité, voilà une mère, manipulatrice, menteuse, culpabilisatrice, qui force son fils à, prendre des décisions en fonction de ce qu'elle, elle veut, qu'il le façonne à son image, qu'il n'accepte pas qu'il soit, qui il est et ça va amener, le personnage à faire des choses, affreuses, du fait Totalement. que quand on matrixe le cerveau d'un enfant et d'un adolescent, au final, quand on lui crée des traumas, ou quand il hérite de traumatismes, il en vient à faire et à prendre des décisions qui sont, pas des choses moralement, acceptées dans notre société. Mmh. Tu parlais d'avenir, d'orientation. Là, on est clairement sur même plus une peur de l'avenir, c'est un rejet complet puisque, Seiko, donc la maman, va tout faire pour que Seiichi ne fasse, n'aille pas vers cet avenir, n'aille pas construire de relations amoureuses, n'aille pas, même au tout début, n'aille pas jouer avec des simples amis. Enfin, c'est un isolement total et c'est la famille qui prend le dessus sur l'individu et qui l'isole, de tout développement, personnel. Ouais, exactement, c'est vrai qu'on a là condensé, tous les parents, qui sont absents des personnages de manga. Comme tu le dis, en effet,
elle refuse, qu'il ait un avenir. En fait, elle refuse qu'il vive par lui-même et donc il n'a pas l'occasion de penser, par lui-même, pour lui-même, il y pense pas et il ose même pas, penser à y penser, en fait. Et le fait que ce manga arrive aussi pendant un contexte, à un moment donné où on parle beaucoup de ces sujets-là, on parle beaucoup plus de la violence, des problèmes au travail, des viols dans les mangas, mais aussi, où on parle beaucoup plus de relations toxiques dans les familles. Mmh. On avait besoin d'un manga qui aborde, ce type de sujet et qui montre que, en fait, le moment le plus marquant pour un humain, c'est évidemment entre ses, 0 et 15 ans. C'est là où on est formé, abreuvé, où on écoute tout et où tout nous semble intéressant et important. Pile pendant ces moments-là, la mère de Seiko, elle lui inculque des valeurs, de toxicité, de manipulation, dans lesquelles il est obligé d'utiliser des stratagèmes pour s'en sortir. Ce qui en fera un humain qui est, au-delà d'être inadapté socialement, comme on le dit depuis le début du podcast. C'est-à-dire qu'on peut être inadapté socialement parce qu'on se retrouve pas, dans, cette société capitaliste, Oui. dans voilà. Là, on parle d'un humain qui, ne sait pas ce qu'est le bien et le mal, ne sait pas ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour les autres et qui finit par être un humain dangereux, en fait. J'ai eu des pistes enfin, je me suis fait spoil de la fin. Mais en tout cas, je suis jusqu'au tome 6 là. Et même avant qu'il devienne dangereux, on voit aussi qu'il devient inadapté du fait de sa mère à travers des syndromes post-traumatiques, typiquement un bégaiement, voire un mutisme, qui l'isole encore plus et qui fait partie de ce jeu hyper toxique, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai qu'en fait, ce qu'elle veut donc, c'est de le couper du monde et d'en faire, son objet, presque, et du fait de la façon dont elle le traumatise, alors ça peut être assez étonnant de se dire que, enfin, je pense que tout le monde voit clairement comment elle le traumatise. J'essaie toujours de faire Hmm. l'avocat du diable en me disant: «Peut-être ça peut être étonnant de voir une mère aimante». Non, on le voit Non, clairement. non, c'est dès le Voilà, départ. franchement, il faut La avoir scène du chat, on s'en souvient. voilà, c'est ça. Et donc ces façons qu'elle a de le traumatiser, ça se produit en lui. En fait, il lui donne ce qu'elle veut et donc ça lui permet aussi, elle, de continuer dans cette, dynamique-là. Hmm. Et d'ailleurs, on n'en a pas forcément parlé, au début, mais c'est vrai que le fait de, voilà, de traumatiser par, différentes façons, un enfant ou un ado qui fait qu'il est complètement inadapté socialement, ça peut être, un traumatisme d'enfance, mais ça peut être aussi un traumatisme transgénérationnel. Oui, oui, Qui est oui. un sujet que j'ai pas vraiment abordé dans mon mémoire. En fait, on le voit en toile de fond pendant la première partie quand je parle de la guerre et de Akira, mais j'étais pas forcément rentrée, dans les détails à l'époque parce que je m'y connaissais aussi moins sur le sujet. Mais c'est vrai que tout ce dont on parle actuellement, c'est aussi du traumatisme transgénérationnel. Alors le lien du sang, c'est un petit peu différent parce que, enfin si, cela dit, en fait, Seiko, c'est la mère de Seiko, Hmm. ce qu'elle produit, c'est en fait, on ne naît pas, c'est rare quand on naît et qu'on est mauvais. Un bébé qui naît, il en général, c'est une coquille vide, en fait. Oui, totalement. Heu, Oui, oui. bah, en réalité, c'est vrai que déjà la période, quand la mère est enceinte, ces 9 mois font énormément et on peut Mhm. créer déjà des traumatismes au bébé pendant cette période-là. Mais globalement, quand un enfant naît, il a tout à apprendre et quand on en vient à traumatiser des gens de cette façon, à faire des choses qui sont moralement, non acceptables, on peut essayer de comprendre pourquoi, comment c'est arrivé, comment cette personne est arrivée à faire ça. Ce qui n'excuse pas, mais ce qui permet d'avancer, de comprendre, d'essayer de tirer des conclusions et d'essayer de se dire: «Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ça. Par exemple, Hmm. quand on voit que même dans les années 80-90, la mémoire de la guerre, elle était extrêmement présente parce que certainement un traumatisme transgénérationnel. Quand on parle de traumatisme transgénérationnel, c'est des traumatismes qui sont très forts. C'est des guerres, c'est des génocides, Oui. c'est l'esclavage, c'est, des gros traumatismes de violences sexuelles et cetera. Mais Hmm. quand on vit ça et qu'on le transmet de manière inconsciente aux progénitures, il faut se poser la question de comment on arrive à briser cette passerelle, en fait, que l'on lègue inlassablement. Très bien. Bah, écoute, je pense que
commencer avec les affres de la Seconde Guerre mondiale, terminer sur les traumatismes des nouvelles générations et faire un lien du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est une merveilleuse manière de conclure. Est-ce que Parfait. ça te va? Ouais. Ouais, c'est super. Ok. Bon, ben, alors, conclusion de tout ça, si je comprends bien, quand la guerre s'est tassée, le manga c'est devenu une contre-culture rebelle, et surtout de 1960 avec Osamu Tezuka même, qu'on n'a pas cité, mais Oui. Osamu Tezuka, même donc l'auteur d'Akira, encore aujourd'hui, c'est des choses qui sont de plus en plus, ou en tout cas qui sont là, cette peur de l'avenir, cette peur de l'orientation. Au final, le Weekly Shonen Jump, ça fait mal de le dire, mais était en avance sur son temps. Est-ce que ça te va si on termine cette conclusion avec Solanine, justement, puisque tu l'évoques dans ton écriture, tu dis que Solanine, c'est un manga qui traite de la jeunesse désabusée des années 2000, qui veut se tourner vers des souvenirs adolescents, tandis qu'elle a peur d'un avenir insurmontable. Est-ce que c'est quelque chose qui te travaillait toi-même à l'époque où tu rédigeais ton mémoire? Par extension, est-ce que le jeune héros ou la jeune héroïne est voué à un reflet doux, amer de nos propres angoisses? C'est une bonne question. Quand j'ai écrit le mémoire, non. Ce ne sont pas des questions qui me traversaient. Ce sont par contre des questions qui me sont traversées étant plus jeune, notamment en étant au collège. D'accord. Beaucoup de questionnements sur l'avenir, sur, la place dans le monde, enfin voilà, comme, beaucoup d'adolescents. Mais c'est vrai que le mal-être qu'on peut ressentir à ce moment-là, pour moi, il peut trouver une réponse dans ces mangas qui apportent ces sujets-là, et j'espère que, les ados, les jeunes adultes ou même les enfants pourront lire, ces mangas qui parlent de l'avenir et voir qu'ils ne sont pas les seuls à se poser des questions, voir qu'il y a des solutions comme dans Solanine, et surtout, en discuter, voilà, avec d'autres lecteurs de manga, et parler de l'avenir ensemble. Magnifique. Alors, j'aimerais terminer cet épisode avec la conclusion, les toutes dernières phrases de ton mémoire. Est-ce que tu m'y autorises? Ah bah oui, avec plaisir. Ok, merveilleux. Ou peut-être que tu veux le lire toi-même, je sais pas. Non, non, écoute, vas-y. Très bien. Alors, pour terminer ton mémoire et terminer cet épisode, j'aimerais te citer avec les derniers mots que tu dis. Nous pouvons donc nous questionner sur les raisons des publications d'après-guerre. Indéniablement, la société marquée par cet épisode était en demande d'œuvres culturelles à ce sujet. Pour autant, qu'est-ce qui explique sa profusion actuelle? Bien, comme nous l'identifions dans les médias traditionnels, la peur permet de faire accepter des décisions qu'il serait difficile de faire entendre dans d'autres contextes. Pouvons-nous dire que la jeunesse s'inquiète à ce point de son avenir, ou serait-il plus judicieux de se demander si la peur n'est pas une force de vente intéressante dans les sociétés qui sont les nôtres, japonaises comme françaises? Bravo, bravo pour ce mémoire! Merci beaucoup. Merci de l'avoir lu. Ben, avec grand plaisir, j'espère que d'autres personnes auront la curiosité de lire ton ouvrage. Alors, pour terminer, normalement, je demande à mes invités s'ils ont une actualité, si on peut les suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un média en particulier? Non, pas vraiment. J'ai tenté de me lancer dans un Instagram de crochet que j'ai vite abandonné. D'accord. Bon, Donc ben, non, j'ai pas vraiment. bon, ben alors, à la place, tout simplement, j'aimerais te demander quelle est ta dernière lecture, ou en tout cas, quelle est la lecture que tu aimerais conseiller à ceux et celles qui nous écoutent? Hem, J'aimerais conseiller une lecture un petit peu en lien avec, le sujet qu'on a abordé tout à la fin de traumatisme transgénérationnel, qui est Les Chants d'amour de Wood Place, D'accord. disponible, en poche chez Pocket, il me semble, qui est un roman, de fiction, fabuleux, exceptionnel. Ok. Il est assez long, mais c'est 200 ans de l'histoire, des États-Unis, l'histoire de noirs américains, de l'esclavage à la génération, étudiante des années, 2000. D'accord. On suit des personnages féminins pour, un petit peu, en lire, ce la double peine qu'elles peuvent, subir, et on n'arrive pas à le décrocher, c'est passionnant,
c'est l'expression du traumatisme transgénérationnel et franchement, il y a un avant-après. Ok, très très bien, donc disponible chez Pocket. Ben merveilleux, merci beaucoup. Clara, pour terminer cet épisode, à nouveau, j'ai l'impression de ne pas vouloir le terminer, cet épisode, bon sang. On a un dicton, une sorte de slogan sur Anthropods. Est-ce que tu serais d'accord pour le lire, pour le dire? Oui, avec plaisir. Super. Alors, le manga est né livre, et partout, il est dans les cases. C'était Anthropods qui parlait aujourd'hui de jeunesse. Et non, n'ayez pas peur envers l'avenir, car c'est vous qui l'écrivez. Très bonne journée tout le monde. Génial, merci beaucoup. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.